Donc ça, c'est, comme je le dis, la bataille finale. La bataille de l'éducation, c'est la bataille finale. C'est là qu'on écrase le communisme. OK? Ça a pris du temps entre JFK qui se rendait compte que le communisme avait infiltré les agences de renseignement, différents segments de la société américaine, au moment où on est capable de finalement montrer que l'éducation va mal, que les communistes ont pris le contrôle de l'éducation et que on va apporter des changements majeurs. Okay? Donc, comment ça s'est passé tout ça? Hein? Communisme, donc au début, un petit crash course sur l'évolution du communisme. Juste peut-être 5 minutes. Hein? Donc, communisme, au début, ça commence avec Marx, Engels et Lénine, on pourrait les mettre les trois dans le même panier. Donc, Marx et Engels, c'est plus des théoriciens. Lénine, lui, c'était plutôt un acteur politique. Hein? Donc, eux, c'était la révolution. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est que les travailleurs de tous les pays s'unissent contre la bourgeoisie de leurs pays respectifs pour créer un monde sans pays, sans bourgeoisie, un paradis pour les travailleurs. Okay? Or, cependant, en fait, les travailleurs, lors de la Première Guerre mondiale, ça a été un constat d'échec parce que les travailleurs, partout dans le monde, hein, c'est arrivé avec l'industrialisation, donc la première révolution industrielle. On passe là, de la première révolution industrielle à la quatrième ici, avec Klaus Schwab. Il y a comme un lien direct hein, entre les communistes, le marxisme, léninisme et finalement Klaus Schwab. C'est toujours des Allemands de toute façon. Hein. Mais c'est ça. Et là, c'est ça. Lors de la Première Guerre mondiale, les communistes pensaient que les travailleurs de tous les pays allaient s'unir sous la bannière des travailleurs pour se débarrasser de leur bourgeoisie respective. Or, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les travailleurs se sont rangés sous leur drapeau national, étaient fiers de leur pays, ont répondu à l'appel de la bourgeoisie, on pourrait dire, et se sont battus entre eux, etc. Finalement, la révolution ne s'est produite qu'en Russie. OK? Et c'est là qu'ils ont commencé, à se dire, ouais, on ne sera pas capable il faut changer notre approche pour provoquer la révolution mondiale. Okay? Donc là, après ça, le communisme se scinde en deux. Il y a comme deux courants principaux de communisme. Ici, Marx, Staline et Trotsky. Okay? Staline, les deux courants sont importants et représentent des mouvements complètement opposés. En fait, les deux qui étaient alliés au début sont finalement devenus des ennemis. Trotsky, qui était le chef de l'armée rouge, et finalement, Staline, lui, qui a pris le contrôle du parti. Et Trotsky s'est sauvé finalement au Mexique et a été assassiné par Staline. Mais les deux approches sont la suivante. En fait, Staline, lui, avait une approche militaire de conquête. C'est ce que certains communistes appellent le bonapartisme. Hein, c'est-à-dire la grande armée rouge qui déferle sur l'Europe et qui finalement prend le contrôle, un contrôle militaire. On impose le communisme par la force. Ça, c'était l'approche stalinienne. L'approche de Trotsky, lui, c'était beaucoup plus subtil. C'était une approche par infiltration. Donc, vous avez ici, les mots-clés sont pour... en haut, c'est révolution pour Marx, Engels et Lénine. Révolution. Pour Staline, c'était domination, comme genre domination militaire. Alors que pour Trotsky, c'était l'infiltration, exactement comme ce dont JFK se plaint ici. L'infiltration des États-Unis. Alors, il y a eu deux mouvements concurrents. Il y avait, dans beaucoup de pays occidentaux, il y avait des sympathisants communistes. Hein. La presse a été sympathique aux communistes pendant longtemps en disant que c'était le paradis des travailleurs alors que les gens mouraient de faim. Il y a un film qui a été fait là-dessus, je me rappelle plus c'est lequel, où est-ce que c'est un journaliste qui va en Russie pour enquêter sur le fait en fait, pour savoir si c'était réellement le paradis des travailleurs. Et là, il se rend compte, parce que les gens du New York Times et les journalistes qui sont en Russie disent c'est le paradis des travailleurs, c'est le paradis des travailleurs. Alors lui, il y va, puis il se rend compte que les journalistes de ces grandes agences de presse-là sont complètement corrompus, vivent avec des prostituées, sont achetés par le régime. Et lui commence à faire enquête. Et il va en Ukraine, notamment, et là, il voit la grande famine, l'Holodomor, il revient, il écrit un texte là-dessus. Et là, les gens commencent à réaliser que c'est pas le paradis des travailleurs, là, que les gens meurent de faim à cause du communisme. C'est pas du tout un truc pour les gens, là. C'est pas pour le peuple. Et finalement, ce journaliste-là se fait assassiner quelques années plus tard en Mongolie dans un autre reportage. Là. Les Russes l'ont rattrapé et puis. Mais donc c'est ça. Staline, donc domination par la force militaire. Trotsky par l'infiltration.
avec des alliés, comme je dis, un petit peu partout dans les pays occidentaux. Il n'y avait pas seulement des alliés dans les médias, comme le New York Times et des grandes publications qui louangeaient la Russie. Il y a aussi Wall Street. Vous devez absolument lire ce livre-là du professeur Anthony C. Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution. Après la révolution bolchevique, il n'y avait plus aucune industrie qui fonctionnait en Russie. C'était la ruine économique, etc. C'est littéralement Wall Street qui a développé économiquement la Russie rouge. Tous les investissements, là, la réouverture des mines, le transfert de matériel lourd, de machinerie, etc., ça s'est fait avec le capital de Wall Street. C'est Wall Street qui a fait émerger la Russie de Staline. Okay? C'est également Wall Street qui a donné l'argent à Trotsky pour les milliers de dollars à l'époque. C'est comme si c'était des millions et des millions, là, des milliers de dollars à l'époque pour partir l'armée rouge. Alors là, vous dites comment ça se fait que le communisme et le capitalisme travaillent main dans la main. Ben, c'est exactement ça. C'est un seul et même mouvement. Ce mouvement-là, communiste, et quand on dit capitalisme, là, il faut faire la différence entre deux choses. Ok? Il y a le capitalisme financier, le capitalisme des banques, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Morgan Chase, Citibank, etc. Le capitalisme financier, spéculatif, là, la bourse, et le capitalisme industriel, comme ceux qui produisent des voitures, ceux qui produisent des tracteurs, les producteurs, les petites et moyennes entreprises, même les grosses entreprises, mais qui produisent des choses. Okay? Et quand on dit qu'il y a une alliance entre le capitalisme et le communisme, c'est une alliance entre le capitalisme financier, c'est-à-dire les grandes banques internationales, et le communisme. Okay? Ce sont quelques familles des grandes banques internationales qui ont financé complètement le communisme. Okay? Et donc, on est pris comme il y a comme une espèce de double mouvement où est-ce on est écrasé par le haut, par le bas, et c'est ça qui nous amène à des trucs comme, vous comprenez, on comprend pas comment ça se fait que des compagnies sont communistes. Vous regardez ici, ça c'est les groupes qui gravitent autour du groupe Bilderberg. Ils sont tous dans la diversité, sont tous dans l'inclusion. Ils célèbrent tous la Pride Month, le mois de la fierté. Ils sont tous dans l'ouverture des frontières. Ils sont tous... Là, tu te dis, comment ça se fait que des compagnies capitalistes sont totalement communistes? Là, ici, vous voyez, comme Top of Mind Companies Championing Inclusion and Diversity for Canadians. Tu regardes, c'est toutes les plus grosses compagnies, c'est les compagnies qui poussent une espèce d'agenda diversité, inclusion, communisme, trans, whatever, etc. Vous comprenez? Parce que là, on est au début du 21e siècle, mais tout ça a commencé il y a 100 ans, au début du 20e siècle. Au début du 20e siècle, c'était déjà les grandes compagnies qui finançaient le communisme. Il y a depuis un siècle, il y a cette alliance entre les hautes sphères du capitalisme et le communisme. Ok? Et ça, c'est ça. Et graduellement, avec l'argent, il y a cette infiltration progressive des institutions à l'intérieur de nos départements d'éducation, de nos églises, parce que venez pas me dire que le pape François, c'est un vrai pape, c'est un asti de communiste. OK, infiltration graduelle de l'Église, infiltration de l'école, destruction de la famille, tout ça, ce dont JFK se plaignait dans cette vidéo, c'est l'approche Trotsky. Donc, Staline, domination, Trotsky, infiltration. Et dans la lignée de l'infiltration, il y a un personnage important qui s'appelle Antonio Gramsci, qui est un intellectuel italien dans le Parti communiste italien, qui s'est fait arrêter par Mussolini, mettre en prison, etc., mais qui a dit justement, qui a expliqué aux communistes que l'approche frontale qu'on a essayé lors de la Première Guerre mondiale, ça n'a pas fonctionné. Les gens s'identifient, il y a comme une espèce de maillage psychologique où est-ce que les gens s'identifient à leur famille, leur église, leur ethnicité, leur langue, leur pays, etc. Et c'est ce maillage-là, c'est ce complexe identitaire-là qui structure l'identité de la personne qui doit être détruit, qui doit être attaqué. Et il a appelé ça la grande marche à travers les institutions. En fait, je pense que la citation n'est pas de lui exactement, mais en tout cas, si vous tapez la grande marche à travers les institutions, elle lui est souvent rapportée. C'est une synthèse de ce qu'il a dit essentiellement, mais ça vient de lui. Donc, et donc, ce que lui disait, c'est qu'il faut pervertir, il faut changer pour arriver, je l'ai déjà dit souvent, ça aussi, arriver à l'homme nouveau, arriver à un homme qui est comme prêt à recevoir le communisme, à être égalitaire et tout ça. Il faut détruire la famille.
Il faut détruire l'école, le système d'éducation, etc. Là, vous comprenez contre quoi Trump se bat. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos écoles? Comment ça se fait qu'on ne reconnaît plus nos enfants après qu'ils passent à travers le système d'éducation? Hein? Donc ça, c'est lui qui l'a théorisé, mais ça a été davantage théorisé et mis en pratique par l'école de Francfort. Hein? Ça, c'est une série d'intellectuels allemands qui ont... c'est ça. Il faudrait que je fasse une émission, encore une fois, c'est très, très théorique, mais qui ont essentiellement pris chacune des composants de la société moderne, puis qui ont été très, très critiques, qui l'ont détruit de A à Z, qui ont dit qu'il y avait de l'oppression du top jusqu'en bas, que tous les rapports presque entre les individus étaient comme contaminés par l'oppression. Notamment que la famille était, je reviens souvent là-dessus parce que ce livre-là m'a juste mis la mâchoire à terre. Je l'ai lu il y a à peu près une dizaine d'années. Psychologie de masse du fascisme de William Reich, un des membres de l'école de Francfort, qui disait littéralement que genre, la famille, avec le père de famille, etc., c'est le noyau même du fascisme. Donc, ce qu'on a depuis, comme à peu près, je sais pas, presque 10 000 ans ou quelque chose comme ça, 5 000 ans, la famille qu'on connaît, c'est ça qui produit du fascisme. Vous comprenez? Donc, les fascistes, c'est pas genre une espèce de 10% de la population méchante, là. C'est pas un 10% facilement identifiable. La totalité de la société est fasciste et oppressive. Et donc, c'est la totalité de la société qu'il faut détruire, déconstruire, remettre en cause tous les rapports de domination, ce qu'ils appellent, entre guillemets, des rapports de domination, là. Et c'est ça qui nous amène au monde d'aujourd'hui. Donc, c'est le néo-marxisme, ce qu'on appelle le néo-marxisme. Donc, c'est ça. Donc, révolution ici, domination, infiltration. Eux, le mot-clé ici pour Gramsci, l'école de Francfort, c'est hégémonie culturelle. Hein? Et donc, c'est comme ça qu'à partir des années 60-70, on commence avec la contre-culture, le mouvement de contre-culture aux États-Unis, partout en France, avec mai 68, il est interdit d'interdire parce que toute forme d'interdiction et de limite est une entrave à la jouissance et à la liberté, et donc que finalement c'est du fascisme, etc. Puis là, j'avais déjà expliqué l'année dernière que c'était paradoxal que ceux qui prônaient la liberté de tout craint maintenant nous imposaient le pass vaccinal. Les baby boomers qui ont été lancés des pavés là, à mai 68, qui ont été cassés des fenêtres et puis qui se battaient contre les policiers parce que on devait même décriminaliser la pédophilie, hein, disait, je pense, Cohn-Bendit. Bien ceux-là étaient comme pour le pass vaccinal et le retour d'un système carcéral sociétal en entier. Alors, mais donc c'est ça, hégémonie culturelle. Et là, c'est là on voit justement que les choses commencent à pourrir graduellement. Il y a de l'infiltration partout. Dans les universités, dans les écoles, c'est là que ça commence. Et les mentalités changent. Et là, même si on est comme presque 50 ans plus tard maintenant, il y a des réflexes chez certains baby boomers qui sont quand même là-dedans, etc. La société a changé. On est dans le mondialisme maintenant, mais même ça n'a pas échoué, ça n'a pas réussi et ça n'a pas fonctionné aussi rapidement qu'il le voulait parce ça a été quand même combattu. Les forces de la famille traditionnelle, et le fait de genre je suis un homme, et toi tu es une femme, et si on passe comme un certain temps ensemble, on pourrait comme avoir un bébé. La nature reprend ses droits, et donc il y a cette espèce d'attaque idéologique, de propagande, de subversion de l'humain qui vient de ces gens-là, mais la nature refait surface toujours. Et donc ils ont ce qui nous amène finalement afin finalement de mettre en branle leur projet communiste, ils avaient besoin d'un événement catastrophique. Et ça, une peur mondiale. Et ça, vous le trouvez, cette idée-là, cette explication-là de la nécessité d'une peur mondiale pour imposer un régime planétaire, vous le trouvez dès 1973 ou 75 dans les documents du Club de Rome. Okay, c'est un livre blanc, là, je me rappelle, je l'ai pas, ça me vient à l'esprit, j'ai pas l'image, mais Club de Rome, peur structurante pour la domination mondiale, pour faire accepter aux gens de céder leurs droits, ça vient du Club de Rome.
On en a entendu une version plus récente avec Yuval Noah Harari. Hein? L'année dernière, je vous montrais des vidéos de Yuval Noah Harari qui disait « Si tu veux que les gens cèdent leurs droits, il faut leur faire peur. On est des animaux, on est piratable, on peut pirater le cerveau des gens, etc. etc. » Et donc, c'est comme ça qu'ils essayent finalement d'arriver au point oméga du communisme. Ça a commencé avec Marx et Lénine et ça finit avec Klaus Schwab et Greta Thunberg. C'est le stade suprême du communisme, c'est le point oméga. Comme Trump est le point oméga des patriotes aux États-Unis, il y a, par exemple, il est issu d'un JFK a échoué, hein, Nixon a échoué, Reagan a échoué, les trois, on en a destitué un, il y a eu un assassinat et une tentative d'assassinat contre ces trois présidents-là. Là, Trump arrive et Trump réussit là où les trois ont essayé, quand les trois parlaient de liberté. JFK parlait de liberté anticommuniste, Nixon parlait de liberté anticommunisme, et Reagan, lui aussi, faisait des discours, c'était durant la guerre froide, là, c'était la liberté ou la mort contre les communistes, c'était better dead than red et tout ça. Et ces trois-là ont échoué. Là, Trump arrive, c'est le point oméga du mouvement patriote, alors que Klaus Schwab, le Forum économique mondial et les objectifs du développement durable, ce mensonge intégral du développement durable, j'aimerais ça être sur n'importe quel plateau de télévision contre n'importe qui pour parler de ces objectifs durables-là. Je veux dire, je n'attends que ce moment-là. J'ai des documents que je garde juste pour ce genre de débat-là. Tu sais, je donne pas tout dans les web journaux. J'aimerais juste ça me retrouver comme contre Dominique Champagne, par exemple, parler de réchauffement climatique, ça serait super. Mais donc, le point oméga du mouvement communiste, ça commence avec Marx et Lénine et ça finit avec Klaus Schwab et Greta Thunberg. Et ils ont échoué tout le long. Ils ont fait des progrès, mais ils n'ont pas été capables d'imposer leur truc, ça va pas assez vite. Et là, ils ont utilisé une peur structurante. Ils ont essayé la peur du réchauffement climatique avec Al Gore, c'est la fin de l'humanité. On est perdu dans 10 ans, il n'y aura plus de neige à l'an 2000. Toutes les villes vont être sous l'eau en 2010. C'était... ça n'allait pas assez vite à leur goût. Là, ils ont accéléré avec la COVID, qui a toujours été dans les cartes. La pandémie a toujours été dans les cartes. Avec le H1N1, c'était la pratique. Il y avait déjà des codes QR durant le H1N1, etc. Ils ont mis les structures en place. Ils ont utilisé la centrifugeuse pour les agences médiatiques, c'est-à-dire que, c'est ça. Vous connaissez l'expression. Et donc, cette fois-ci, ils ont utilisé la peur pour imposer un système communiste, c'est-à-dire, et que la finalité du communisme, ça a toujours été la destruction de l'humanité, finalement. Parce que c'est la destruction de l'individualité, de l'individu propre. Et c'est comme dans le film Le Passeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film Le Passeur. Je vous avais montré, le gars doit prendre sa dose à tous les jours. Et c'est comme il y a la même chose, il y a le même concept dans le film Equilibrium avec Christian Bale, où est-ce qu'ils doivent prendre leur dose à tous les jours pour pas avoir des émotions. Parce que si on est un être humain, on a des émotions et donc on a de l'attirance et de l'aversion pour les choses. Donc on va être attiré vers certaines personnes, vers certaines choses et on va avoir de l'aversion vers certaines personnes, envers d'autres choses. Et cette attirance-aversion va faire en sorte, par la nature, que le communisme ne fonctionnera jamais, va toujours s'effondrer. Et donc, pour avoir un communisme parfait, il faut que tout le monde prenne sa dose pour enlever les émotions, pour que tout le monde soit égal. Il ne faut pas que tu aies d'attirance plus sur un, moins sur l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que tu ne peux pas avoir de préférence. Et j'ai déjà dit ça, ils vont éventuellement s'attaquer à nos préférences sexuelles. Tu sais, pourquoi t'aimes les brunes ou t'aimes les gobelins ou plus grand, ça te prend des épaules, toi c'est plus les fesses ou les beaux yeux ou je sais pas, la voix, il est gentil, n'importe quoi, c'est quelles que soient les préférences, les préférences c'est de la discrimination, ça éventuellement, et ça non plus dans le fin fond du communisme, c'est pas acceptable. OK, parce que ça crée des catégories et puis c'est de la discrimination. Et donc et là je vois des nouvelles passer, je l'ai mis dans un des dossiers que j'ai, j'aurais dû l'avoir à l'écran. Le meilleur des mondes aussi, Aldous Huxley, exact, c'est ça. Mais j'ai vu passer des nouvelles, genre que c'était transphobe. Imagine, tu reçois l'étiquette de transphobe parce que tu préfères ne pas coucher avec Justine ou je sais pas, comme Michel. Mais en fait, quand tu arrives dans la chambre à coucher, c'est Michel sans le E. Tu sais?
Et donc ça, c'est transphobe. Ça, c'est transphobe et il s'attaque à ça maintenant. Il va falloir maintenant qu'on ait plus de préférence, tu sais, c'est ça. Donc, et tout ça a échoué. Et donc, ils avaient besoin pour nous faire passer par-dessus notre... Excusez-moi, là, ça a sorti tout seul. Passer par-dessus notre nature humaine normale, il fallait nous faire peur, nous contrôler par la peur pour nous faire accepter une suspension des droits, que tout le monde prenne sa shot. Au début, c'était juste un vaccin COVID, mais éventuellement, ça allait comme probablement atténuer nos émotions. Tu sais, on allait être comme dans un brouillard, là, comme dans justement Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On allait devenir comme des bêtas. Puis il allait, tu sais, comme les politiciens, eux, tu sais, ou ceux qui collaborent au système n'allaient pas avoir allait avoir comme des vaccins spéciaux. Tu sais, il allait avoir les vaccins pour la masse et puis des vaccins spéciaux pour ceux qui sont comme dans le coup. Tu sais, l'eau saline, genre. Mais c'est ça, donc, et finalement, c'est ça, ça nous amène au point oméga ici, Forum économique mondial, etc. Et c'est ce qu'on croit Mike Flynn se bat. On en a parlé dans l'entrevue avec Mike Flynn. C'est le mondialisme. Et maintenant, le mondialisme a une aura de respectabilité qu'il n'avait pas à l'époque de Staline ou de Lénine, Trotsky, etc. Maintenant, il s'est donné une aura de respectabilité. Il dit c'est la 4e révolution industrielle et il y a une menace pour le monde, nous devons survivre, etc. Mais finalement, derrière tout ça, c'est des mensonges et du communisme. OK? C'est juste un rebranding du communisme. OK? Donc, on arrive, c'est ça, comme je vous dis, les communistes arrivent à leur point oméga avec le Forum économique mondial, qui est essentiellement, c'est quoi le Forum économique mondial? C'est un mélange de ça. C'est exactement comme Wall Street and the Bolshevik Revolution. Hein? C'est un mélange de capitalisme et de communisme, c'est-à-dire il y a les leaders du monde, des grandes compagnies, les PDG de compagnies qui arrivent en jet, hein, qui vont dépenser plus de carbone en un voyage de jet pour aller à Davos que vous dans toute votre vie, possiblement, là, des jets privés. Donc, il y a les VIP, hein, qui sont comme au sommet, c'est comme le capitalisme triomphe. Et après ça, il y a la plèbe, il y a nous en bas qui vivons dans un système de rationnement. Parce que rappelez-vous, c'était ça l'objectif, c'était le rationnement. Tu sais, si la base économique, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, destruction complète de la base économique avec le COVID, etc., vous allez avoir une allocation pour aller acheter de la nourriture et ça va être comme un demi-pain par jour, 6 œufs par semaine, comme un petit truc de fromage, comme tout va être compté. Et ils veulent toujours aller vers ça. Mais ça, c'est dans une logique communiste. Pour que, dans le genre, pour que tout le monde mange sur la planète, faut que tu limites, alors qu'il y a d'autres solutions à ça. Il y a d'autres solutions pour faire en sorte que tout le monde mange sur la planète. On pourrait, entre autres, vendre tous les avions, on pourrait vendre les châteaux du prince Charles, puis on pourrait comme donner ça, puis il y aurait du développement en Afrique, là, ce genre de choses. On pourrait, entre autres, remettre la dette des pays du tiers-monde. Ça fait 4-5 fois que j'en parle, ça. Annuler la dette des pays du tiers-monde et que les pays du tiers-monde utilisent l'argent pour du développement, c'est-à-dire des usines de purification d'eau, de verdissement du désert, etc. Il y a des millions de choses. Mais ils veulent pas utiliser ces solutions-là. Ils veulent pas de solutions parce que l'objectif de tout ça, c'est pas des solutions. L'objectif, c'est de vous soumettre et ça a toujours été ça. C'est de vous soumettre, hein, de nous soumettre. OK? Et donc, ils vont jamais chercher les vraies solutions. Comme avec la COVID. La COVID, il y avait des solutions. Il y a eu plusieurs solutions. Il y avait des vitamines, il y avait des prophylactiques, hein, des traitements préventifs. Il y avait toutes sortes de choses. L'exercice, on sait maintenant, ça aide. Mais non, on ferme les salles de sport. Ils ont tout fait le contraire. Il y avait des solutions, mais ils ont préféré ne pas les regarder parce qu'il y avait l'objectif, c'était de nous soumettre. Et c'est la même chose avec les changements climatiques. Il y a plein d'alternatives. Avec la pauvreté, il y a plein d'alternatives, mais ils ne le font jamais. Il y a de l'énergie libre qu'on peut trouver de l'énergie libre pour développer l'humanité, mais ils ne le feront jamais parce que l'objectif, c'est de nous soumettre. Et ces gens-là sont sur le point d'être écrasés par les patriotes aux États-Unis. Et on va voir, selon moi, un développement incroyable de l'humanité lorsque le ménage aura été fait. OK? Je disais dans sa finalité, le point oméga, que tout comme pourrit graduellement avec l'infiltration communiste. Je vous donne des exemples de ça ici.
Par exemple, tu sais, au début, l'État-providence. L'État-providence, c'était bien, hein, c'était comme quand, tu sais, quand il y a des catastrophes, des trucs comme ça, ben l'État est là pour nous aider, etc. On nivelle aussi la pauvreté. Ça vient du communisme. Mais tu sais, au début, c'est comme ça a l'air, on sort des gens de la misère et puis c'est comme tout le monde est pour ça. Hein? Mais l'État-providence, je l'ai déjà expliqué dans le web journal Le Point Oméga. On revient souvent à ça, le Point Oméga, parce on est comme on pourrait dire à la fin de l'histoire. Il y a comme on est à la fin d'un cycle de 2-3 siècles ou quelque chose comme ça. Et donc, on est comme au point oméga. L'État-providence, qui est une bonne idée au départ, se transforme en Big Brother, l'État qui te force à la vaccination, qui te suit partout avec des caméras, l'État technocratique qui te laisse pas respirer, qui t'oblige à faire ci, à faire ça, qui endoctrine tes enfants, qui te prend en charge du berceau au cercueil, hein, de la naissance jusqu'à ta mort. Et donc, ça commence avec une bonne intention, l'État-providence, mais finalement, l'État n'arrête pas de prendre plus de place dans nos vies et nous dit comment vivre. La quantité de régulation s'allonge et finalement, on se dit, si bon, si je vais aller vivre en Afrique, je vais avoir 100 fois plus de liberté en Afrique que n'importe où en Occident. N'importe où en Occident ou je sais pas, dans un pays, même dans les pays du Moyen-Orient. Tu sais, genre, si tu critiques pas le dictateur, là, en général, t'es correct. Ici, c'est épouvantable la quantité de règles. Je veux dire, tu marches sur la rue puis tu te sens étouffé par... Donc, l'État-providence, bonne idée, ça finit mal avec l'État Big Brother. L'ONU, c'était la même chose. C'était comme en 1945, le 26 juin 1945, quand ils signent la Charte des Nations Unies. C'était pour arrêter les guerres. Une ère incroyable de coopération, la fin de la guerre, le progrès, l'humanité avance. On était tous pour ça. Ben, je veux dire, j'étais pas là, mais peut-être que j'y étais. Imaginez si j'étais vivant à cette époque-là. Ah, et ça finit en Tedros Adhanom avec l'OMS qui veut te vacciner de force, qui prend le contrôle, la fin de la souveraineté des États, les traités de l'ONU qui forcent l'ouverture des frontières, le traité de Marrakech, c'est ça, la cession graduelle, traité par traité, de la souveraineté nationale à des corps mondialistes qui sont pas nommés par personne. C'est la fin du système d'État-nation. Ça commence comme pour protéger le système d'État-nation, puis ça finit par la destruction du système d'État-nation et le contrôle direct des populations par des instances non élues mondialistes. Même chose avec l'éducation. Là, on se dit, bon, l'éducation générale, etc., la loi sur l'instruction nationale, tout le monde doit aller à l'école. Là, tu vois une augmentation dans la littératie et tout. Les gens sont super. Puis, mais, et donc, on est tous pour ça. J'étais pour ça à l'époque quand j'y étais, mais après ça finit tu sais, comme si la propagande mondialiste, the importance of propaganda in education, hein, la religion de Greta Thunberg dans toutes les écoles, le respect ultime de l'ONU. Moi, j'ai lu des manuels scolaires quand j'étudiais encore là, dans mon deuxième doc. J'ai regardé des manuels pour les professeurs. Des manuels qu'on utilisait dans les départements d'éducation. Et c'était clair. L'ONU était comme partout. Donc, et donc, c'est toute la boîte mondialiste de l'inclusion, de l'antidiscrimination, qui est du communisme caché qui est dans un gant de velours, là. Une main de fer dans un gant de velours pour détruire... c'est une façon justement d'opérer la grande marche à travers les institutions. OK? Donc, ça commence bien, tout le monde va à l'école, etc. Puis là, finalement, ça finit que tout le monde est dans la propagande. Même chose avec le féminisme, ça commence bien. Vous voyez ici JFK qui signe des lois qui permettent aux femmes, si ça, on est tous d'accord, pas besoin d'utiliser le nom de monsieur, tu peux ouvrir ton compte en banque, tout le monde a le droit de travailler, on est parfait. Tout va bien, puis après ça arrivent les féministes de deuxième vague et puis les radicales qui disent finalement que chaque acte, à chaque fois que tu fais l'amour à ta femme, c'est une agression sexuelle parce que la femme ne peut pas consentir dans un système de pression patriarcale. Elle est obligée de se marier et il y a une hétéronormativité qui est oppressive. Tu sais, toute la folie mentale, ben c'est ça. C'est qu'au début, c'est bien. Après ça finit avec des folles aux cheveux roses, comme dit Trump, justement, qui disent que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est comme, il y a une culture du viol, etc. Alors que c'est faux, c'est faux. Les hommes ont toujours été, surtout auparavant, et
ils y perdent au change finalement les femmes. Hein. Dans beaucoup de cas, ils y perdent. Alors que ça dégénère, ils y perdent au change parce que les hommes avant étaient extrêmement respectueux des femmes. Si tu regardes la culture dans les années 50, mettons, prenons comme n'importe quel pays, les hommes étaient. On nous présente ça à chaque fois qu'on nous montre à chaque fois que la télévision nous montre des familles dans les années 50, c'est toujours mauvais. L'homme est toujours tyrannique. Mais c'était pas ça. En tout cas, dans la majorité des cas, il y avait comme un respect de la femme, il y avait comme des valeurs traditionnelles. Et pour régler certains cas problématiques, on a généralisé. Mais en tout cas, donc critique de l'homme, tout tombe sous la catégorie patriarcat et finalement, ça finit comme cette. Il n'y a plus de genre du tout parce que même le fait de se faire appeler femme, si tu présupposes mon genre, maintenant on est tous des yels, etc. Fait que ça commence avec le féminisme, c'est bien, après ça finit comme genre anti-homme, anti-patriarcal, tout est de l'oppression, puis là finalement c'est fuck that, on jette la société par-dessus bord. Alors c'est ça, vous voyez, c'est qu'il y a cette espèce de pourrissement graduel et tout ça, derrière tout ça, tu as des acteurs du marxisme culturel. Tu as, c'est ça ici, Gramsci, la grande marche à travers les institutions, l'école de Francfort, l'oppression partout, là, puis eux autres ont été derrière, justement, le féminisme de deuxième vague, la famille qui opprime et tout ça, et donc, il faut détruire la famille, il faut remplacer les professeurs d'école par des professeurs qui pensent comme nous, faire de la propagande, etc. Ça vient tout de ce groupe-là. Donc, ils ont pris le contrôle des institutions, de la famille, ils ont détruit la famille, l'école, ils ont essayé. Et puis après ça, ils arrivent avec leur plan final ici et tentent de nettoyer ce qui reste à nettoyer avec une peur structurante mondiale. On va tous mourir, que ce soit le COVID ou les changements climatiques. Il nous reste 12 ans à vivre si on fait rien, pour que finalement les derniers récalcitrants cèdent leurs droits. Mais ça n'arrive pas parce qu'on est en train de les écraser, notamment avec Internet. À partir du moment où est-ce qu'il y a comme, je l'ai déjà dit, comme un 20-30% de la population qui n'embarque pas là-dedans, c'est impossible. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas, tu sais, c'est comme la barre devient trop dure. Ils sont capables de faire plier un 5%. Je l'ai déjà expliqué ça avec même ce crayon-là. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, on est capable de le faire plier puis de le casser. Mais si tu en mets 10 crayons comme ça, c'est plus possible. Et à 20-30% de la population, le noyau, c'est pas le noyau que je cherche, mais la masse critique, on a une masse critique de personnes qui font en sorte que ça ne fonctionne pas, leur truc. Ils essayent, puis que ça fonctionne pas, puis plus ils essayent, plus les gens se réveillent, etc., etc. OK?